Bonjour à toutes et tous. Donc moi effectivement je vais vous parler de grammaire. Je sens votre impatience à revenir sur les cours, sur les accords, etc. Donc moi je travaille, donc je suis sociolinguiste et j'essaie de travailler sur comment le langage joue un rôle dans la construction des rapports sociaux et plus spécifiquement sur les rapports sociaux de sexe. Donc à travers l'histoire du genre grammatical, de ses règles, de son histoire, de ses implications, je vous propose d'interroger ce qu'on n'interroge jamais, d'interroger la façon dont l'école nous transmet ces règles de fonctionnement du langage, et voir que, comme toute science qu'on présente comme souvent, on va dire, neutre, les règles se construisent dans un environnement social et que souvent on va pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles il y a ce type de fonctionnement. Alors, le terme genre peut s'appliquer au registre biologique et grammatical, avec bien sûr une confusion entre le sexe et le genre grammatical. Par exemple, en langue française, on est passé, en passant au français, on a perdu le troisième genre grammatical du latin, c'est-à-dire le neutre. Et donc, nous n'avons plus que deux genres grammaticaux, le masculin et le féminin. Donc, nous avons des mots dans la langue française de genre masculin et de genre féminin. Alors, comment on détermine le genre des mots? Ben, en fait, chose très simple, a priori, on va dire que les mots qui désignent des êtres sexués mâles sont de genre grammatical masculin, et les mots qui désignent des êtres sexués femelles sont de genre grammatical féminin. Jusqu'ici, on pourrait se dire c'est relativement simple. Donc on appelle ce genre le genre motivé. Alors évidemment, comme chaque fois en langue française, vous avez des exceptions. Ça veut dire que vous pouvez trouver des termes qui vont renvoyer à une réalité sexuée mâle avec un genre grammatical féminin et inversement. Donc je vous ai donné des exemples. J'essaie d'aller un peu rapidement pour gagner du temps. Vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez. Alors, le genre grammatical est-il motivé ou arbitraire? On considère qu'il est arbitraire lorsqu'il réfère à une réalité non sexuée. D'accord? Il n'y a pas plus de raison qu'un couteau, une chaise, le soleil soit de genre masculin que de genre féminin. Jusqu'à preuve du contraire, ces éléments n'ont pas de sexe, il n'y a pas de motivation. Donc, on considère que c'est arbitraire. Le fait que ce soit arbitraire, ça veut dire que même ici, je pense que nous sommes une majorité de locuteurs et locutrices de langue française, on est incapable de justifier le genre grammatical des mots. Et d'ailleurs, je ne suis pas certaine que vous soyez capable, on va faire le test, de déterminer de quel genre grammatical sont ces mots. Ça vous pose problème ou pas? Augure. Ok. Autoroute. Déictique. Et voilà, vous ne savez pas ce que veut dire déictique. Alors, c'est normal, c'est un terme très spécifique à la linguistique. Un déictique, c'est tout ce qui désigne les petits mots, vous savez, qui n'ont de sens qu'en contexte. Si je vous dis venez là, le mot là, il n'a de sens, voilà, ça voudrait dire géographiquement, vous allez vous situer ici, dessous, dessus, je, tu, ce sont des déictiques. Donc si vous ne connaissez pas le sens, mais même si vous connaissez le sens, vous aurez du mal à trouver le genre grammatical du mot. Bon, je vais être sympa, je vais vous les donner. Donc c'est un augure, une autoroute, un déictique, une échauffourée, un ou une espace, non pas la voiture, l'espace, mais une espace en typographie lorsque vous créez de l'espace entre deux lettres, deux mots, ça s'appelle une, c'est au féminin. Une écritoire, alors souvent on dit un équinoxe, un exergue, un gamète, un hémistiche, une hémorroïde, une intervalle. Donc tout ça pour vous prouver qu'il y a difficulté à déterminer le genre grammatical. Il n'empêche qu'on va essayer, parce qu'on aime bien rationaliser, on va essayer de trouver des justifications à cette répartition par genre. Alors on va soit la baser sur la morphologie des noms, c'est-à-dire sur la terminaison, sur la forme du mot, qu'on va dire ça finit par un E, donc ça va être un féminin, soit sur le sens. Et notamment, vous avez des locuteurs ou locutrices étrangères qui vont essayer de justifier, par exemple, le mot ampoule, ils vont vous dire c'est du genre féminin parce qu'on dit la lumière. Donc ils vont créer un réseau sémantique
et arriver à déterminer des genres comme ça. Mais il va se développer aussi ce qu'on appelle une idée, une valeur associée au genre grammatical. On le retrouve en poésie, ça, par exemple. Si je parle de la Terre, ou du monde, la Lune, etc., je vais associer des valeurs dites féminines à des mots qui ont un genre grammatical féminin. Et donc, nous avons l'exemple de deux grammairiens, très intéressants, Damorette et Pichon, qui ont développé une très très jolie idée de notion de sexuissemblance. Et donc ils vont développer l'idée que le genre féminin se justifie par une naissance féminine et parallèlement le masculin également sera porteur de valeurs. Donc je vous ai mis des exemples de leurs propos. La cervelle est une masse blanchâtre conçue comme passive et comme comestible. Donc il nous donne comme exemple n'avoir pas de cervelle, tête sans cervelle, cervelle de mouton. Le cerveau, en revanche, organe noble, passe pour le siège de la conscience et de la pensée. Et ils vont développer comme ça toute une théorie, donc je vous ai mis la poule, être éminemment féminin, dont la fécondité foncière se manifeste par un acte indéfiniment répété. Je vous ai mis les exemples de ces grammairiens parce qu'ils sont très souvent utilisés pour justifier la féminisation des titres. Donc c'est pour introduire qu'il y a une polémique par rapport à la féminisation et qu'elle a deux versants. J'essaierai d'aborder ça avec vous. Donc il termine, mais la couveuse mécanique rivale de la femelle de l'oiseau a été imaginée. Elle ne pouvait être que féminine, bien évidemment. Et les balayeuses, ébarbeuses, raboteuses, faucheuses, moissonneuses, perforatrices, etc., qui font toujours la même chose quand une puissance extérieure féconde leur passivité. Et donc on va voir à quel point la représentation qu'on a du masculin et du féminin dans une société donnée va être convoquée pour venir justifier l'élaboration d'une théorie dite scientifique explicative d'un système de pensée et d'une organisation, en l'occurrence linguistique. Alors, en France va naître, un peu plus tardivement que dans d'autres pays francophones, une volonté politique de ce qu'on a appelé de féminiser les noms. Je ne suis pas forcément d'accord avec cette terminologie de féminisation, je vous expliquerai peut-être si j'ai le temps pourquoi. Toujours est-il que cette politique, elle est née en France sous l'impulsion notamment d'Yvette Roudy, à l'époque, qui disait « Mon propre décret d'attribution m'appelait Madame le ministre. Quand je l'ai lu, j'ai dit non, il existe des limites à ne pas dépasser. » Donc, cette question politique va être mise sur le tapis, notamment par François Mitterrand à l'époque, qui était plus préoccupé, en fait, non pas par la représentation des femmes dans la sphère publique, mais par la difficulté qu'il avait, justement, d'accorder correctement un nom de titre fonction masculin avec une personnalité, une personne qui portait ce titre et qui était féminine. Donc, en l'occurrence, avec Madame Roudy. Et comme il était féru, justement, d'orthographe, de bon langage, c'était réellement une difficulté. Donc, il a fallu se poser la question de comment faire pour contourner cette difficulté. Pour ce faire, on va créer une commission de terminologie en 1984 qui va travailler sur cette thématique et qui va chercher à créer des règles de construction du féminin, à créer des équivalences lexicales au nom de professions, de titres et fonctions. Donc à chaque fois on aura un masculin, il faut qu'on puisse trouver un féminin équivalent. Février 84, donc création de cette commission, qui va donner lieu à une circulaire qui va être publiée, non pas un décret, mais une circulaire qui va être publiée en 1986. Cette commission aura travaillé pendant 2 ans, la circulaire est publiée. Ça va être très peu suivi d'effet, c'est-à-dire que les propositions de féminisation vont être très peu adoptées, que ce soit dans la presse ou d'un point de vue plus institutionnel. En revanche, elle va créer une polémique, mais gigantesque. C'est-à-dire qu'avec une violence rarement égalée pour un problème de terminologie, c'est-à-dire la question de créer des nouveaux mots. Et on voit bien que ce qui était donc en jeu, c'était bien au-delà qu'une simple question de terminologie, d'équilibre de la langue, du subtil équilibre de la langue française, mais ce qui était en jeu, c'était la hiérarchie sexuée, la représentation, la visibilité des femmes dans l'espace public et politique.
Cette polémique, cette question de la féminisation, elle va revenir au centre des préoccupations en 1998 avec l'arrivée de 4 femmes ministres sous le gouvernement de Lionel Jospin. Martine Aubry, Ségolène Royal, Voynet, j'oublie toujours la quatrième, Guigou, non, Elisabeth Guigou. Mais merci d'avoir participé au quiz. Qui vont, elles, individuellement, exiger d'être nommées au féminin. C'est-à-dire qu'elles vont, sur chaque document en tête, écrire « la ministre ». Ségolène Royal, j'avais travaillé sur cette question et elle m'envoyait un document me disant systématiquement, les secrétaires lui renvoyaient ces documents en tête en disant il y a une erreur et mettaient au masculin. Donc il fallait se battre réellement pour obtenir ce féminin. Donc il y a eu une demande de travaux qui a été fait à l'INALF, l'Institut national de la langue française, et qui va travailler sur cette question et publier un guide qui s'appelle « Femme, j'écris ton nom », et qui va proposer toute une série d'équivalences pour pouvoir légitimer chaque femme à porter le nom de titre ou fonction au féminin si elle le souhaite. Il n'y a aucun caractère obligatoire. C'est-à-dire qu'une femme qui ne souhaite pas être nommée au féminin, on ne peut pas lui imposer. En revanche, une femme qui souhaite être nommée au féminin, on ne peut pas légitimement lui refuser d'avoir un titre de fonction au féminin. Alors l'Académie, c'était pour vous donner un exemple, l'Académie française qui a un grand pouvoir en France, c'est une longue histoire, est fermement opposée à la question de la féminisation. Alors un des premiers arguments, c'était de dire que le système linguistique français ne permet pas de nommer au féminin, qu'on ne peut pas créer des noms de métiers au féminin, parce que structurellement, au niveau de la langue, c'est problématique. Et que souvent, ça peut être très péjoratif, les noms au féminin. Donc, ils vont essayer vraiment de bloquer cette féminisation en étant fermement opposés, avec tout un type d'argumentation qui va être basé sur le rôle du genre masculin, qui, en langue française, est le seul capable d'assumer la représentation des hommes et des femmes. Donc l'Académie française, elle va s'appuyer sur les grands noms comme caution pour justifier son refus de féminiser, dont Maurice Druon. Et on voit dans les propos la violence quand même, la volonté de stigmatiser cette revendication. Regardez ces femmes, elles sont étranges ces dames, elles gémissent ou glapissent à longueur de législature, elles sont insuffisamment représentées dans la vie publique. Vous voyez, le ton, l'analyse, est quand même fortement orienté et on sent bien que le débat, il ne porte pas vraiment sur un pur aspect linguistique. Alors, les arguments contre la féminisation, ça va être quoi? L'homonymie, ça veut dire que ce terme, c'est pas possible au féminin de l'utiliser parce qu'il existe déjà et il signifie autre chose. Ça veut dire que, vous savez, on frappe à la porte et non, désolé, le sens est déjà occupé. Okay, cuisinière, je vois pas en quoi c'est pas possible d'avoir un cuisinier et une cuisinière. Certes, il y a l'outil dans les cuisines qui est au féminin, mais ça n'empêche pas, si je dis la cuisinière était excellente, on n'imagine pas forcément la machine. Cafetier, cafetière, etc. D'autant plus que le principe même de la langue, c'est d'être ce qu'on appelle polysémique, c'est-à-dire qu'un mot peut avoir plusieurs sens. Il trouve son sens, vous le comprenez, en contexte. J'ai coutume de donner cet exemple, vous savez, quand on dit « je suis cadre dans une entreprise », personne n'imagine que je suis scotché au mur. Donc on comprend très bien ce que ça veut dire. Pourtant, le mot « cadre », il est polysémique, il a d'autres sens. Donc cette argumentation, elle ne tient pas vraiment longtemps, la route. Deuxième argument, l'euphonie. Qu'est-ce que l'euphonie? C'est lorsqu'on considère que le son n'est pas beau. Vous savez, mais non, écrivaine, non, ça m'écorche les oreilles, c'est vraiment... Bon. Cette argumentation, idem, c'est une question d'habitude, parce que vous retrouvez ce son-là dans d'autres types de mots, et ça ne pose pas de problème. Vous prenez l'adjectif « veine » aussi, fonctionne, et écrivain, écrivaine, a le même son. La dévalorisation. Alors ça, la dévalorisation sociale, c'est-à-dire qu'effectivement, le terme au masculin est plus valorisant socialement que le terme au féminin. L'exemple, je crois que c'est Thierry qui en a parlé, sur la notion de directrice. Vous êtes directeur de cabinet, vous êtes directrice d'école. Donc, il y a une plus forte valorisation au masculin. D'autant plus que chez nombre de femmes, et on l'a vu tout au long de la matinée,
La difficulté pour atteindre, pour percer ce fameux plafond de verre et enfin accéder à des postes de pension va avec le titre. Et que pour beaucoup de femmes, j'en ai bavé pour aller jusque-là, maintenant je réclame ce titre-là au masculin et je vais l'assumer et je suis leur égale. Donc, une difficulté par rapport à ça. Et enfin, dernier argument qui est fortement avancé, notamment par l'Académie, c'est la notion de la neutralité de la fonction. Donc pendant très longtemps, on a considéré que, effectivement, pourquoi ne pas féminiser les noms de métiers, mais pas les noms de fonction. Pourquoi? Parce que la fonction doit être neutre. Et comme en langue française, qu'est-ce qui assume le rôle du neutre? C'est le masculin. Il fallait que le nom de la fonction soit au masculin. Et ça remonte à loin aussi, hein, c'est la représentation révolutionnaire de la neutralité. Alors, cette valeur générique du masculin, elle a des inconvénients. Valeur générique, ce qu'on appelle la valeur générique du masculin, c'est que c'est le seul genre grammatical, c'est ce que je viens de vous dire, qui a la capacité de représenter à la fois les hommes et les femmes. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle on considère que les accords au masculin, on va parler de notre groupe, alors j'ai pas fait le compte là, mais je pense que on est majoritairement des femmes. Il n'empêche que si on parle de notre groupe, on dira « il ». On utilisera le genre grammatical masculin. Pareil, c'est l'exemple, quand bien même il y aurait un seul animal, et je prends le cochon, présent dans la pièce et il n'y aurait que des femmes, nous parlerons de notre groupe en disant « il ». Il suffirait qu'il y ait un cochon dans la salle pour que ce soit le masculin. Ce masculin, on va dire qu'il est capable de représenter les deux genres. On va se rendre compte qu'au niveau de l'élaboration du discours, ça ne fonctionne pas toujours. Mais ça, on ne nous l'apprend pas. Cette ambiguïté du masculin qui est porté, du générique qui est porté par une seule forme, c'est qu'on ne nous dit jamais dans le discours quand est-ce que le masculin il est générique ou quand est-ce qu'il est spécifique. Comment je sais, quand on utilise ce masculin, qu'on ne me parle que d'hommes ou qu'on me parle d'hommes et de femmes dans le discours? Qu'est-ce qui marque ça? Eh bien, bien souvent, je vais le percevoir dans l'élaboration du discours, justement. Donc, je vous ai mis des exemples. Alors, ça fonctionne très, très mal au singulier. J'ai rencontré un habitant de Mongolie qui parlait très bien français. Si je vous dis cette phrase, je vous demande de fermer les yeux, de visualiser cet habitant. Je pense que vous ne visualiserez pas une femme, si je vous dis un habitant de Mongolie. De la même façon, l'homme a inventé la roue. Alors là, à dessin, j'ai pas forcément mis le H majuscule, c'est ce qu'on nous dit souvent, H avec un homme avec un grand H, qui justifie que ça renvoie autant à un homme qu'à une femme. Sauf que ce type d'énoncé, si vous demandez à un enfant de vous dessiner aussi, l'homme qui a inventé la roue, il vous dessinera jamais une femme. Les pluriels, les médecins, ça pourrait être un masculin générique. Moi, j'ai rien contre le masculin générique, mais il faudrait qu'il puisse fonctionner réellement. Hommes plus femmes sont conviés au repas clôturant la conférence et on va avoir dans l'élaboration du discours parfois accompagnés de leurs épouses. À partir du moment où j'ai la fin de ce discours comme tel, ça veut dire que les médecins, il n'y a que des hommes, si on raisonne dans le cadre d'une relation hétérosexuelle. Du coup, ce fonctionnement linguistique concourt, si vous voulez, participe à ce qu'on peut appeler l'invisibilisation des femmes. C'est-à-dire que progressivement, on a une réalité androcentrique, une vision androcentrique des choses. Je vous ai donné l'autre exemple de Bourdieu, tiré dans un ouvrage de Bourdieu. Encore aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles les adolescents des classes populaires veulent quitter l'école, les adolescents, masculins, pluriels, qui pourraient être génériques, pourraient concerner autant les adolescentes que les adolescents, mais dans l'élaboration progressive du discours, avoir de l'argent, c'est très important pour s'affirmer vis-à-vis des copains, vis-à-vis des filles, pour pouvoir sortir avec les copains et avec les filles, donc pour être reconnu et se reconnaître comme un homme. À partir du moment où j'ai ce type de propos, dans les adolescents pluriels du début de l'énoncé, il n'y a pas d'adolescente. Autre type de dysfonctionnement par rapport à ça, qu'on ne perçoit pas forcément, vous avez le type d'énoncé, la femelle de l'oiseau. Est-ce que c'est un énoncé qui vous choque? Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, avec le système du genre grammatical masculin, un oiseau, mais on peut dire un oiseau mâle ou un oiseau femelle. Or, on va dire,
la femelle de l'oiseau. Donc ça veut donc dire que dans l'oiseau, il n'y a que les mâles. Et ça, on ne le perçoit pas forcément, et ça a des impacts dans la représentation qu'on a du monde. Alors avec des incohérences, hein, le capitaine, vous vous souvenez de l'affaire du Rainbow Warrior, le capitaine Preyer est enceinte. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le contexte politique et que vous ne savez pas que le capitaine Preyer, c'est une femme, c'est un type d'énoncé qui va vous poser problème en termes de compréhension. Le ministre de l'Environnement ainsi que son mari, effectivement, le gendarme. Alors, on joue beaucoup hein, avec ce type d'énoncé, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que l'enseignement du genre grammatical des noms, d'accord? On vous dit quoi à l'école? Ce que je vous ai dit, on va retourner à nos cours. On vous dit, le masculin, le féminin se forme à partir du masculin, d'accord? Et on va vous apprendre que c'est avec l'adjonction d'un E, le fameux E du féminin français. Donc, boulanger, je rajoute un E au terme et je crée boulangère. Cette règle qu'on apprend aux enfants, elle n'est pas forcément vraie, linguistiquement parlant. C'est pour vous montrer à quel point ça relève d'une stratégie descriptive. Tout comme n'importe quelle réalité objective, je vais, dans la façon que j'ai de la décrire, faire un choix stratégique de description qui va orienter l'interprétation que j'aurai de cette réalité. Choisir de partir du masculin pour former le féminin, c'est un choix stratégique. Qu'est-ce que ça a comme impact? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Je vous ai mis l'exemple de coq et poule parce que c'est un exemple vécu avec ma fille qui était à l'école et qui apprend donc cette règle. Donc je n'interviens pas sur le E qu'on rajoute, ok, boulanger, boulangère, parce que déjà qu'elle en a assez que je vienne toujours systématiquement remettre en cause ce que dit son instituteur ou son institutrice. Mais la deuxième partie du cours, je ne pouvais pas ne pas réagir. Et donc on lui avait dit dans cette leçon, le féminin du mot coq, c'est poule. Donc, moi, en tant que linguiste, je lui dis non, coq, c'est en aucune façon, le poule n'est en aucune façon le féminin du mot coq. C'est un autre mot qui vient désigner une autre réalité, sexuée, certes. Le coq et la poule vivent des expériences ensemble, je n'en doute pas. Mais en aucune façon, il y a une dérivation linguistique du mot poule tiré de coq. Et juste ensuite, j'ai le féminin du mot homme, c'est femme. Donc là, idem, donc je dis à ma fille, mais non, femme n'est en aucune façon le dérivé du mot homme. Et ma fille me répond, mais si, de toute façon, tu n'es jamais d'accord avec ce que j'apprends. Et femme, si, c'est un homme avec des cheveux longs et sans sexe. Donc, autant vous dire, moi j'étais scotchée au plafond en me disant, mais c'est pas possible qu'elle puisse penser une chose pareille. Avec un environnement où moi je travaille là-dessus, donc on ne peut pas dire qu'elle a une influence, mais comme quoi on n'est jamais seul à élever ses enfants, hein, ça vous savez. Mais l'impact de ce type de leçon dans la représentation qu'elle a des hommes et des femmes, et comment le fait d'apprendre un système de dérivation linguistique qui en plus est faux, techniquement, mais qui fait qu'on définit le féminin par référence au masculin. Et l'exemple que je vous donnais sur la femelle de l'oiseau, c'est ça, c'est-à-dire que la norme, l'étalon, sans jeu de mots, c'est le masculin, c'est l'homme. Et on part de cette norme-là, qui est considérée comme neutre, pour définir le féminin. Et donc, on va le retrouver en grammaire, un domaine où on a le sentiment qu'il n'y a pas forcément d'idéologie. Bien si, c'est-à-dire que je vais apprendre aux enfants comment on construit du féminin. Est-ce qu'on apprend comment je construis du masculin? En termes de professionnalisation, vous savez, l'égalité professionnelle, on va dire, qu'est-ce que les femmes apportent à l'entreprise? Quelle est leur plus-value? Ou leur différence? Mais est-ce qu'on se pose la question de la plus-value des hommes dans l'entreprise? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, voilà, quelle est la différence des femmes? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter? Et en grammaire, comment on définit le féminin? D'autre part, à l'école, est-ce qu'on vous apprend d'où ça vient, cette fameuse règle, le masculin l'emporte sur le féminin? Non, c'est inscrit, c'est comme si c'était inscrit dans la langue, absolument pas motivé. Comment on construit le féminin, on ne sait pas, c'est comme ça. Sauf que, si, ça relève d'un choix politique à un moment donné. C'est-à-dire que XVIIe siècle, période de grammatisation linguistique, où on détermine quelles vont être les règles de la langue française et de la pureté de cette belle langue, des grammairiens vont instaurer une norme grammaticale qui va être que la forme masculine aura prépondérance sur le féminin. Pourquoi?
parce que plus noble. Alors, je n'ai pas de jugement a posteriori sur une organisation sociale du XVIIIe siècle ou XVIIe siècle, mais de connaître l'origine d'une organisation grammaticale que je respecte aujourd'hui, c'est important à mon sens. C'est important pour prendre le recul et comprendre dans quoi ça s'inscrit. Et Furetière, un autre grammairien qui a pillé le système de dictionnaire de l'Académie, qui disait « le plus fort l'emporte » pour dire que les plus puissants ont toujours l'avantage. Et cette formulation, c'est celle qu'on retrouve encore dans certains manuels scolaires. Et je ne sais pas si vous l'avez vécu personnellement ou à travers votre rôle de parent ou d'instituteur ou d'institutrice, où les enfants, suite à l'apprentissage de cette règle, chez les filles et chez les garçons, ça provoque des commentaires, un sentiment on est plus fort que vous, on est les meilleurs, etc. Et où on inscrit une rivalité, une hiérarchisation assez impressionnante. Les conséquences de ce choix vont être que les accords vont se faire au masculin pluriel, alors qu'auparavant on appliquait ce qu'on appelait la règle de proximité, qui était qu'on accordait l'adjectif le plus proche du nom. Donc si le nom était féminin, on accordait l'adjectif au féminin pluriel, et inversement si c'était du masculin. Donc règle de proximité. Tout ça pour attester qu'en fait, on peut faire des choix et qu'il y a toujours une justification, ou en tout cas une origine et une organisation, quand bien même celle-ci serait présentée comme neutre ou non motivée idéologiquement. Je vous montre juste là qu'il y a des possibilités de faire autrement, c'est-à-dire dans le type d'enseignement, on pourrait tout à fait envisager de partir du féminin pour construire le masculin. D'autant plus que linguistiquement, ça se tient relativement bien. Vous prenez la forme féminine, alors bon, je ne vais pas vous faire un cours de phonétique, mais on entend la consonne finale. Et donc vous pouvez décider d'enlever le E pour retrouver le masculin. D'autant plus que, en termes didactiques, d'enseignement, ça aura un intérêt certain. C'est ce qu'on fait régulièrement, d'ailleurs, quand on fait des dictées aux enfants et qu'on utilise le masculin, on leur dit « Ron, pense au féminin, parce qu'avec le féminin, il entend la consonne ou elle entend la consonne finale, ce qui permet de ne pas faire de faute d'orthographe. » Toutes les constructions et dérivations se font à partir, enfin toute une grande partie, à partir de la forme féminine. Donc, il y a une façon de lutter contre, si on souhaite, ces dérives dites génériques du masculin, c'est d'utiliser des termes réellement génériques, qui vont avoir une capacité de référer autant aux hommes qu'à des femmes. Vous savez, souvent on vous dit, une des raisons contre la féminisation linguistique, c'est lourd dans des textes, vraiment c'est redondant, avoir la forme masculine, féminine, systématique. Il y a des techniques d'écriture, moi j'enseigne ça en formation, sur comment utiliser ces vrais génériques-là. La langue française en a un certain nombre. Alors, quels enjeux de cette lexicalisation au féminin? Ça permet de visibiliser les femmes. Quand on parlait d'égalité professionnelle et de projection professionnelle dans des corps de métier qui n'existent pas au masculin, c'est toujours problématique au masculin et au féminin en demeurant. Parce que pour les garçons, on peut retrouver la même problématique. C'est-à-dire que si vous... Sauf qu'il y a beaucoup plus de noms de métiers au masculin qu'au féminin. Mais la représentation qu'on s'en fait, les visuels dont vous parliez, la nécessité de proposer des modèles identificatoires et des nominations. Car ce qui n'a pas de nom n'existe pas. Donc si vous refusez de nommer, c'est une façon de refuser l'existence et la légitimité. Donc ok, on veut bien qu'il y ait des femmes, mais il ne faut surtout pas les nommer, il ne faut surtout pas qu'elles apparaissent et qu'elles soient visibles dans la langue. Et ce travail, et j'insiste sur ça, cette volonté de féminiser, pour moi, elle est importante à ce niveau-là. En même temps, elle n'est pas, comment dire, essentielle dans le sens où c'est pas parce qu'on aura un potentiel, un panel de termes au féminin que ça empêchera des représentations sexistes. Donc il faut travailler de façon transversale et réinvestir les notions du masculin et du féminin. J'espère avoir été... Merci.